Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, une fois de plus, bonsoir et merci d'être au rendez-vous de ce magazine des dimanches sur Canal King Télévision. Ce soir, il y a le plaisir d'avoir sur ce plateau Nico Faye, analyste politique. Avec lui, on parle de quelques activités qu'il y a eu au courant de la semaine à Kinshasa, ainsi qu'en République démocratique tout entière. Bonsoir maître Nico Faye, c'est comme ça qu'on t'appelle des fois. Tu es souvent présent sur notre plateau, mais également sur Canal Presse. Il faut dire quand même que vous êtes parmi ceux qui fustigent le comportement des hommes politiques congolais. Il faut dire quand même que vous êtes un peu dans le sillage de Olive Lembe, qui finalement la femme de notre ancien chef de l'État. Tel n'est pas le débat du jour, mais vous êtes là comme analyste politique. Je reviens pour vous dire bonsoir et merci de votre rendez-vous. Bonsoir estimé, bonsoir à tous les téléspectateurs de Canal King et des magazines du dimanche. Voilà, donc on vous voit souvent exhiber quelques biens de première nécessité dans le cadre toujours d'évaluation des activités du gouvernement en rapport avec l'économie et le commerce. Finalement, quel est votre regard par rapport à l'évolution économique de la RDC? Ah, estimé. Oui. Même si on n'a jamais été à l'école, même si on est aveugle, même si on est sourd-muet, la situation dans laquelle les Congos se trouvent à ce jour, ça ne peut qu'interpeller, sauf les envoûter et les ensorceler. La situation économico, socio et financière de la RDC à ce jour, c'est catastrophique. Ça manque même de vocables pour exprimer le degré de crise aujourd'hui au niveau de la RDC. C'est-à-dire, s'il faut aller secteur par secteur, la situation est intenable. La situation va de mal en pire. La situation, elle est vraiment... le pays est admis aux soins intensifs et pour cela, il faut des doses homéopathiques. Voilà, il faut des doses homéopathiques. On parle également des élections parce que chaque fois qu'on vous invite, vous exhibez toujours un calendrier en rapport avec les élections, mais également par rapport au Covid. Oui, tout à fait. Merci beaucoup de s'être aussi approprié le rappel national, parce qu'il faudrait que cela, tout le monde s'en approprie, oui. Que mon peuple retienne qu'à ce jour, il reste 275 jours pour la fin de pour la tenue des élections. Il faudra nuancer. Il y a la tenue des élections qui interviendra le 20 décembre, mais la fin de mandat interviendra le 24 janvier 2024. Pour la fin de mandat, c'est 175 jours, mais pour la tenue des élections, 175, pour la fin de mandat, il nous reste à ces jours 210 jours. Merci beaucoup. Pour notre Bunagana, parce que vous savez que c'est depuis 379 jours que notre Bunagana échappe au contrôle de Kinshasa. Moi et vous devons nous poser la question, quels sont les pouvoirs publics qui sont aujourd'hui à Bunagana? Non seulement Bunagana est pris comme symbolique, mais il faut élargir sur tous les territoires de Rutshuru, les territoires de Nyiragongo et les territoires de Masisi. Voilà. Mais Bunagana, c'est 379 jours. Mais non seulement pour Bunagana, il y a aussi la situation qui préoccupe les Congolais vivant dans la commune de Nsele, plus précisément dans le quartier Nkama Singaïnga. Cette population s'est vue leur maison démolie le 30 avril, au moment où ce site avait été octroyé aux enseignants de plus ou moins 50 écoles de la ville de Kinshasa. Il y avait une maman qui avait surgi, oui. Doula, oui. Et s'était présentée comme étant la veuve du feu Timothée Moleka. Elle est décédée depuis 2020, au moment où il y avait un dossier pendant au TGI Kinkole. Mais malheureusement, cette population a sévi déguerpie. Oui. Même situation dans les quartiers communément appelés Plaza, mais ces quartiers-là s'appellent Canada. Il y a aussi, cette population est menacée par la famille Kengo qui compte récupérer. Voilà, ça fait des dossiers. Voilà, je crois qu'ils doivent s'adresser à qui de droit. Très bien. 1200
95 jours depuis qu'on nous a amené Covid. Et la question que nous devons nous poser, c'est de savoir, est-ce qu'il y a encore de bonnes raisons de continuer à prélever l'argent pour Covid? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui à l'aéroport? Bien qu'il y ait les millions de la Banque mondiale, les autorités s'étaient distribuées, mais aujourd'hui, maintenant, c'est-à-dire, vous vous présentez à l'aéroport, on vous demande un test Covid, il n'y en a pas. 2 doses, il n'y en a pas. On vous pose la question, vous avez combien? 5 000 francs, 7 000 francs, 8 000, tu payes, on met le seau, on met l'argent dans la poche sans quittance. Merci beaucoup. Donc c'était Nico Faye, vous le reconnaissez. Finalement, au travers de ces déclarations, on parle du président de la République, Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi. Il était à Kananga, au Kasaï central, dans le cadre de l'itinérance pour différents ouvrages. Image de commentaire. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est arrivé ce vendredi 23 juin 2023 en fin d'après-midi à Kananga, chef-lieu du Kasaï central. Le chef de l'État est en visite d'itinérance des routines de 24 heures dans cette province, dont la dernière mission remonte à novembre 2022. Comme à l'accoutumée, la population a chaleureusement accueilli le Mfumu Waditunga à son entrée à l'aéroport national de Lungandu. Une marée humaine s'est mobilisée le long de l'artère principale de la ville de Kananga pour lui souhaiter la bienvenue. Le garant de la nation n'a pas tenu de meeting, mais il a lancé les travaux de lutte anti-érosive sur le site de la gare de la Société nationale de chemin de fer du Congo, SNCC, à l'entrée du quartier d'affaires devant des milliers de personnes. Financés à la hauteur de 100 millions de dollars, ces travaux d'urgence sur les sites de la SNCC, Monisco et au PK 706 s'inscrivent dans le cadre du projet d'urgence et de résilience urbaine de Kananga. Selon les responsables provinciaux de l'Office de voirie et drainage OVD, les travaux consistent en la construction des gros collecteurs, la stabilisation des talus et la plantation de plantes anti-érosives. Présente à cette cérémonie, la vice-présidente de la Banque mondiale, Victoria Kwaka, dont l'institution a financé le PURUC, a affirmé que le partenariat Banque mondiale RDC est très important pour leur institution. Madame Kwakwa a affirmé que le financement du PURUC s'ajoute à plusieurs autres projets d'intérêt communautaire financés par le groupe de la Banque mondiale dans l'espace Grand Kasaï. Ces travaux d'urgence permettent de sauver la ville de Kananga et toute la province d'un éventuel enclavement total en cas de la coupure des routes nationales numéro 1 et de la voie ferrée qui mène vers le Grand Katanga. Avant de poursuivre sa mission à Mbujimaï, le président Tshisekedi attend visiter ce samedi 24 juin 2023 plusieurs chantiers lancés l'année dernière afin de se rendre personnellement compte de leur état d'avancement. On reste à la présidence pour dire que Madame Victoria Kwakwa, vice-présidente de la Banque mondiale pour l'Afrique australe, a été accueillie par le chef de l'État. Les deux personnalités ont planché sur la croissance du partenariat entre la RDC et cette institution. Image de commentaire. La vice-présidente de la Banque mondiale pour l'Afrique de l'Est et australe est en mission de travail à Kinshasa du 17 au 24 juin 2023. Ce mardi, en début d'après-midi à la Cité de l'Union africaine, Madame Victoria Kwakwa a échangé avec le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo sur le renforcement de l'impact des interventions de son institution dans les projets de développement à impact visible sur la population. On a discuté de le partenariat entre la Banque mondiale et la RDC. C'est un partenariat qui est en train d'accroître. Et on a discuté de moyens pour s'assurer que tout le projet que nous sommes en train de financer vraiment va aboutir à des résultats vraiment importants pour le pays. La République démocratique du Congo fait face à une situation complexe marquée par des conflits armés lui imposés par son voisin le Rwanda, situation qui, dans une certaine mesure, rend sa croissance économique fragile. Ainsi, pour appuyer les efforts de stabilisation et de développement de la RDC, le Conseil des administrateurs du groupe de la Banque mondiale avait approuvé l'année dernière un nouveau cadre de partenariat pays pour la période de 2022-2026. Cet instrument soutient les priorités stratégiques de son gouvernement et les réformes importantes
en matière de gouvernance. Et bien après cela, le chef de l'État s'est entretenu avec l'administrateur du parc des Virunga et du président du parc de la Garamba. Avec François-Xavier de Donéa, il était question de la situation dont ce parc fait face, notamment celle liée aux attaques récurrentes des terroristes du M23, occasionnant parfois la mort de gardes et autres éléments commis à la sécurisation de ces espaces. Mais aujourd'hui, les groupes armés Maï-Maï essentiellement mènent une guerre non pas contre le M23, mais contre les gardes du parc. Et donc nous devons prendre toutes sortes de mesures visant à sécuriser notre personnel et à prendre aussi des mesures visant à sécuriser les populations riveraines. Et donc nous faisons ça en bonne entente avec les FARDC et nous sommes donc venus expliquer au président les initiatives que nous prenons, présenter au président le programme de centrale électrique que nous construisons de façon à contribuer à l'éradication de la pauvreté dans la région. En réponse à toutes ces préoccupations, le chef de l'État a promis de s'y pencher et de prendre des mesures appropriées. Voilà, Nico Faye. Alors, comme je dis que vous êtes l'invité ce soir, tout à l'heure là, nous avons vu le chef de l'État dans ses activités. Premièrement, il était à Kananga et puis il faut quand même dire qu'il a également eu des échanges avec la Banque mondiale au travers de la vice-présidente de cette institution pour l'Afrique australe ainsi que l'Afrique de l'Est. Bon, on comprend finalement que le contour économique de la RDC scinde la RDC dans une sorte de convoi qu'il faut de temps en temps, n'est-ce pas, ramener à bon port. Et on voit le chef de l'État toujours en tête des listes dans différents périples pour tenter quand même de résoudre le placard de cette situation économique. Mais on a un pesanteur, la sécurité. Comment trouvez-vous finalement les efforts consentis par le chef de l'État par rapport à cette situation? Non, estimez, on doit se dire la vérité. Il faut reconnaître que lorsqu'on accepte de prendre le pouvoir, c'est pour donner des solutions aux problèmes de ce peuple. On ne prend pas le pouvoir pour commencer à dire à ce peuple-là que non, nous avons trouvé, alors pour que vous ne leur puissiez pas tenir responsable. La situation sécuritaire, il a besoin de solutions immédiates et urgentes. La situation sociale, de même. La situation économique, n'en parlons pas. D'où à ce jour, tout est prioritaire. Tout est prioritaire et pour cela, il ne faudrait pas qu'on puisse dilapider, qu'on puisse gaspiller, qu'on puisse se lancer dans la gabegie financière comme on est en train de le vivre aujourd'hui. On ne peut pas comprendre. D'un côté, vous évoquez des crises, vous évoquez Covid, vous évoquez la situation de l'Ukraine. Mais à Kinshasa, on se rend compte que les personnes qui sont censées venir en aide à la population sont ailleurs, sont à la distraction. Ce qui leur intéresse, c'est la bière. Ce qui leur intéresse, c'est Wenge. Ce qui leur intéresse, ce sont les fêtes. Ce qui leur intéresse, ce sont les voyages. Entre-temps, la situation s'émerge sur le terrain. La situation sécuritaire, est-ce qu'on pouvait penser que, au vu de la situation sécuritaire, que les autorités qui sont censées résoudre cette problématique puissent se prélaxer à Kinshasa, puissent se divertir à Kinshasa en organisant des concerts, en organisant des voyages, tu vois? Non. Mais on a quand même vu le chef de l'État dans différentes médiations, il faut quand même le signifier également, il ne dort presque pas, s'il faut utiliser ce langage-là. Il a fait plus de 300 voyages, toujours dans le souci de vouloir mettre en place des structures fortes en vue de soutenir le développement de la RDC. Mais l'opposition semble ne pas reconnaître comme les efforts du chef de l'État. Comment le trouvez-vous? La population n'a pas besoin qu'on comprenne les dirigeants. Les dirigeants sont tenus à l'obligation des résultats. Les dirigeants ne sont pas tenus à l'obligation des moyens. Qu'est-ce que ça dit? L'obligation des moyens, c'est-à-dire quoi? Il faut qu'on arrive à des exemples simples pour que les gens arrivent à comprendre. Tout à fait. Ouais. Lorsque vous êtes malade, vous vous amenez à l'hôpital. C'est le médecin qui a l'obligation des moyens. C'est-à-dire, vous, patients,
Yo ou toi malade, vous vous présentez en payant. Et lorsque vous payez, n'attendez pas nécessairement la guérison de la part de médecin. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? L'obligation des moyens. Mais l'obligation des résultats, c'est l'obligation reconnue aux dirigeants. L'obligation reconnue aux mécaniciens. L'obligation reconnue aux réparateurs. Les dirigeants, lorsqu'on les voit battre la campagne, ils disent quoi aux Congolais? Vous votez Bisson, vous connaissez 4 fois. Vous votez Bisson, les policiers vont vous avoir 8 cas. Vous votez Bisson, les policiers vont vous avoir $400. Vous votez Bisson, Allemagne, Congo est comme Allemagne d'Afrique. C'est ça l'obligation des résultats. Quand vous arrivez, vous n'appelez pas d'autres explications. Vous devez donner à ce même peuple-là ce que vous lui avez promis. Est-ce que vous ne pensez pas que le régime, parce qu'il faut parler du régime, parce que nous avons le chef de l'État, avec tout ce contour sécuritaire, on peut même évoquer même des crocs à jambes de la part et de l'opposition, il faut quand même le dire, parce que ces anciens alliés qui sont dans l'opposition aujourd'hui ne cessent de lui tendre, s'il faut dire, de pièges. On parle même d'une main noire qui circule pour finalement saper les activités du chef de l'État. Est-ce que vous ne pensez pas que l'opposition ne contribue pas assez finalement à la résolution de la crise qui sévit en RDC? Est-ce que l'opposition signe-t-elle des bons de sortie de fonds? C'est une question que nous devons poser à la population. Est-ce que l'opposition ou bien les opposants signent-ils les bons de sortie de fonds? Qui signe les bons de sortie de fonds? Si on était dans un État, malheureusement ici ils ne sont pas dans un État, dans la chaîne de dépenses, les présidents de la République ne figurent pas. Même le Premier ministre. Mais malheureusement, avec ce régime, il y a eu inversion de valeurs. Il faut attendre la signature, l'autorisation du chef de l'État. Sur les dossiers qui touchent à la survie de l'homme, on n'intervient pas. Mais lorsqu'il s'agit de futilité, on intervient. Vous dites que non, on bloque. Pourquoi on ne peut pas bloquer le financement d'un concert de privé? Pourquoi lorsqu'il s'agit de financer un concert au stade de Martyr, là on ne bloque pas? Pourquoi lorsqu'il s'agit de dépassements budgétaires, on ne bloque pas? Pourquoi lorsqu'il s'agit de voyager, on ne bloque pas? Pourquoi lorsqu'il s'agit d'acheter un atelier aux policiers, on ne bloque pas? Pourquoi lorsqu'il s'agit de payer les enjeux et fonctions de l'État à des dettes fixes, on ne bloque pas? Mais pourquoi seulement on bloquerait? Maintenant, c'est mon français, on bloquerait. Lorsqu'il s'agit de voyager, on n'a jamais bloqué. Lorsqu'il s'agit d'aller piller la réserve stratégique, pourquoi on n'avait pas bloqué? Là, les fonds étaient sortis. Vrai ou faux? Bien sûr, enfin, vrai ou faux? Des contre-campagnes que vous faites. Dites-moi pourquoi on ne peut pas bloquer Oui. lorsqu'il s'agit de piller la réserve stratégique. Lorsqu'il s'agit de dépassements budgétaires, on ne bloque pas. Lorsqu'il s'agit de voyager, on ne bloque pas. Lorsqu'il s'agit de sortir les fonds pour financer un concert de Wenge, là on ne bloque pas. Lorsqu'il s'agit d'inviter Wenge pour qu'il aille jouer lors d'un anniversaire, là on ne bloque pas. On bloquerait seulement lorsqu'il s'agit des Massango. Or les Massango, on parle de maïs, vous faites les maïs poussent même ici. Si vous allez aujourd'hui sur les sortes de moutons, il y a Pascal, on coûte à Massango et Tamawana. Qu'est-ce que vous voulez dire par là finalement? Oui, bien sûr. Vous vous attaquez au ministre de l'économie déjà, donc il faut le dire, qui a promis de maïs qui n'arrive pas. Qui ne sait pas ce qu'il est en train de faire. Ah Je bon? me pose est-ce que ce régime avait un plan de développement? Avait un plan? Ou bien l'on dort, on se réveille, demain matin, allez, on monte un projet. On reste raison. On attend comme les maïs. Les maïs qui doivent arriver. Le championnat national de football ne se joue plus. On a encore bloqué. Là, on a bloqué les championnats de la foot, mais là, on ne bloque pas Fatikop. Vous également, l'opposition, je vous en prie. Je vous en prie. Est-ce qu'on peut réfléchir ensemble? On réfléchit ensemble. Pourquoi on bloque seulement les foot? Oui. Et lorsqu'il s'agit des Fatikop, on ne bloque pas? Non, si on pose la question, pour vous fermer les yeux par rapport aux grandes réalisations du chef de l'État. La gratuité de l'enseignement, les routes, quand même, se réhabilitent par-ci, par-là. Il faut quand même dire, des écoles qui se construisent. Vous me parlez des routes? Bien sûr. Vous me parlez des routes? Bien sûr. Est-ce que vous avez au moins le temps de faire les pieds? Depuis quand sur le boulevard Lumumba, il y a un trou de 4 mètres?
Allez sur le boulevard Lumumba, au niveau des sautes-moutons de bonhomme. Allez voir les trucs qu'il y a là. Depuis quand? Non loin d'ici, première, deuxième, troisième avenue Kassai, qui n'existe presque plus. Rien n'est fait, selon vous. S'il te plaît, non, moi Rien je vous oppose les moyens. Oui. Je vous oppose les moyens, rencontrez-moi sur ces moyens. Et Lengesa a été construit quand même. Ah ben, je me pose la question. Plus ou moins 6 km. C'est-à-dire, plus ou moins 6 km. Il y a des routes quand même à l'intérieur du pays, il faut dire. Oui. Allez voir la route Kinshasa qui est dans quel état aujourd'hui. Kinshasa qui est dans quel état aujourd'hui? Ici, non loin d'ici, avenue Kabambar est dans quel état? C'est dans quel état, mon frère? Très bien. Allez sur boulevard Kimbuta, c'est dans quel état? Là, il y a une avenue qui quitte l'hôpital Kitambo pour sortir du côté de Bandal. Allez voir dans quel état? Il y a un trou là-bas, payant. Très bien. Alors, voilà. quelles sont les réalisations? On doit continuer finalement, mettre, Nico Faye quand même, parce que bon, on parle déjà de quelques points. On prend le troisième élément qui parle de la table ronde sur la sécurité à l'est de la République démocratique du Congo. C'était sous la houlette du Premier ministre Sama Lukonde, aux côtés du ministre de la Défense Jean-Pierre Bemba Gombo. Image de commentaire. À cette occasion, le chef du gouvernement a appelé au sens des responsabilités et au patriotisme des participants pour l'approfondissement de la question en vue de produire un travail et une feuille de route qui doit permettre la bonne tenue de la table ronde. Cette dernière permettra d'orienter la décision du président de la République sur sa réqualification ou la levée pure et simple de cette mesure de l'état de siège. En effet, la RDC est victime depuis plusieurs décennies dans sa partie orientale principalement d'une agression de la part des groupes armés soutenus par le Rwanda voisin, causant ainsi une insécurité aux conséquences néfastes incalculables sur le plan économique, social, sanitaire, environnemental, éducatif et autres. Depuis son accession à la magistrature suprême en janvier 2019, le président Félix Tshisekedi s'évertue à trouver une issue à cette question de sécurité afin de redonner de l'espoir aux populations de la partie est du pays qui ne jurent que par les retours de la paix. C'est dans ce cadre que le chef de l'État a pris le 6 mai 2021 les ordonnances décrétant l'état de siège et des mesures d'application. Depuis, le gouvernement de la République travaille sans relâche pour l'application de ces mesures. Et dans la foulée, le Premier ministre a effectué avec le Parlement et les autres partenaires au total 4 missions de suivi et évaluation dans le Nord Kivu et l'Ituri pour recueillir les préoccupations des parties prenantes et de toutes les forces vives en vue d'évaluer les avancées enregistrées et les défis qui restent à relever. Toutes les informations recueillies au cours de ces missions mixtes ont été soumises au président de la République qui, en réponse, a décidé de convoquer une table ronde devant lui permettre de lever l'option bien éclairée sur la réqualification ou la levée de l'état de siège. Il faut relever que tous les ministères sectoriels, les services de sécurité, les partenaires extérieurs, ainsi que les représentants des 2 provinces concernées prennent part à ces travaux à Kinshasa qui iront jusqu'à jeudi. Voilà, on parle d'état de siège quand même, il faut reconnaître quand même que le chef de l'État a eu des initiatives importantes au regard de la crise qui sévit à l'Est. Prendre de temps en temps acte de la prorogation de l'état de siège, c'est quand même cette bonne volonté de voir que les choses puissent se clarifier à l'Est. Alors, comment évaluez-vous jusque-là, puisque vous êtes de l'opposition? Je ne suis pas de l'opposition. Vous avez toujours un regard, tant qu'analyste politique. Comment évaluez-vous jusque-là ce process de la résolution de conflits à l'Est? Jusque-là, c'est un fiasco sur toute la ligne. Je vous ai dit que les dirigeants sont tenus à l'obligation de résultat. Le 24 janvier 2019, lorsqu'on donna le pouvoir à ce régime, nous avions les pouvoirs de Kinshasa, avaient le contrôle de tous les 2 345 km². Quand bien même il y avait des incursions, il y avait des coupeurs de route. Mais le pouvoir de Kinshasa avait le contrôle de toutes les 26 provinces. Le pouvoir de Kinshasa avait le contrôle de tous les 145 territoires. Et qui dit 145 territoires dit 145 administrateurs des territoires. Kinshasa nommait tous les 145 administrateurs et tous les 145 administrateurs étaient tous en fonction, tous à leur poste d'attache, tous rendaient de rapports à Kinshasa.
Mais à ces jours, pouvons-nous faire une évaluation? Si aujourd'hui votre enfant, votre nièce, votre cousin vous ramène un TP, un devoir à domicile, quand on sort le journal télévisé, aujourd'hui, les pouvoirs de Kinshasa a le contrôle de combien de territoires sur toute l'étendue nationale. Vous répondriez comment? Vous répondriez comment? Je ne suis pas là pour répondre aux questions que tu te poses. C'est ça l'évaluation. L'évaluation sans chiffre, vous mentez les gens. Si vous répondez 147 ans, on donnerait à l'enfant 0 avec des grandes oreilles. Il n'y a pas mis une différence. La différence, elle est où au moment où nous ne savons pas ce qui se passe aujourd'hui à Bunangana. Nous ne savons pas ce qui se passe aujourd'hui à Niragongo. Nous ne savons pas ce qui se passe aujourd'hui à Massissi. Alors, vous avez dit, il y a eu des avancées où on peut évaluer quelqu'un comment et on peut coter comment. On ne peut coter que sur la base de cela. Tozalaki wapi, lelo, tozawa. Mais il y a quand même un fait. Est-ce que votre IGF, peut-elle aller fouler ses pieds là-bas? Dites à Alingeti d'aller aussi. Qu'est-ce qu'il a à voir dans ça? Aujourd'hui, le pouvoir de Kinshasa est limité par rapport à la situation à laquelle il avait trouvé en 2019. Mais malgré cela, ça il faut quand même reconnaître, le chef de l'État se bat. Le chef de l'État se bat au travers de l'état de siège. En politique, vous parlez à un politologue, bien sûr. Quelqu'un qui a étudié l'État, qui l'a analysé, qui l'a épluché, qui l'a décortiqué, qui l'a déshabillé et qui l'a pénétré. Vous êtes un expert finalement en politique. Je suis spécialiste des questions politiques. Ah bon? Ça, c'est très bien ça. Et quand on me dit analyse politique, c'est pas comme aujourd'hui, on voit un juriste, on voit un économiste qui se fait appeler analyse politique. Bon, attends que... Oui. Alors, donc vous êtes politologue. Oui, quelqu'un qui a une licence en sciences politiques. Alors, le pouvoir, c'est comme un match de football, soit au Longhi, soit au Poli, avec la situation actuelle. Vous êtes à la 40e prorogation. Avec votre histoire de la responsabilité. C'est plus de 30 prorogations. Le résultat, c'est quoi? On a pris Bunangana sous état de siège. Vrai ou faux? On a pris Niramongo sous état de siège. Vrai ou faux? Ça, nous parlons beaucoup plus de la situation de la province du Nord Kivu. Mais on parle de moins en moins de la situation de l'insécurité à Nituri, à Komanda, à Irumu, à Djougou. Là où il y a les massacres presque quotidiennement. Non mais Nico Faye, je vous en prie. Je vous en prie. Encore transplanté encore à Kalemi. Je vous en prie. Il y a une sorte de complexité quand même dans ces dossiers de sécurité à l'Est. Là, on retrouve également plusieurs agrégats, y compris même certains d'entre nous. Ça, il faut quand même le reconnaître. On a suivi Mbosso qui dit « sortez des groupes armés ». On a comme l'impression aujourd'hui qu'il y a une bonne frange de notoriété politique qui s'affaire autour de ce dossier de l'Est. Comment vous jugez cela? Mon frère, je suis déçu. Comment? C'est vous qui devez tenir un tel langage. Pourquoi? C'est une irresponsabilité de sa part. Ah bon? L'État doit agir. Pourquoi on a créé l'État? On a commencé à parler de l'État vers la fin du 16e et le début du 17e siècle. Pourquoi? Parce qu'on s'est dit, on ne peut pas rester comme ça sans qu'il y ait le prince. C'est ainsi qu'on crée l'État. On crée l'État, on s'est dit non, l'État ne peut pas rester comme ça. Il faut lui doter des instruments de dissuasion. Qui sont-ils? La police, l'armée, les services de renseignement, les services de sécurité. Pourquoi les doter? Pour briser toutes sortes de résistances. Lorsque l'ordre public est troublé, on ne conseille pas, on brise même la procédure. On dirait déjà des enquêtes. Il y a quand même des enquêtes qui se font. Il y a même des arrestations quand même. On peut même citer Salomon Skadela, Franck Diongo tout dernièrement, qui sont, selon les déclarations du Dieu Sari, selon les déclarations de service, qui sont des mèches avec, la junte rwandaise, s'il faut dire ça comme ça. Non, au Rwanda, il n'y a pas une junte. C'est ce qu'on dit. Non, attention, ne parlez pas. Non, il y a une filière. Non, il y a une filière quand même qui s'installe finalement au Rwanda pour déstabiliser la RDC. C'est-à-dire, si moi je parle aujourd'hui avec les Rwandais, je deviens complice. Mais vous qui avez logé le M23 ici 14 mois, on va vous appeler qui? Vous qui dansez avec le couple présidentiel rwandais, on va vous appeler qui?
quand on tuait les Congolais, lorsqu'on a pris Bunagana, ne voyez-vous pas les officiels congolais en train de danser, en train de boire avec les couples présidentiels rwandais? Étaient-ils aussi complices alors? Déguisons comme ça. Déguisons alors comme ça. Entre ceux qui sont censés rétablir l'ordre, mais néanmoins, on les voit en train de danser avec ceux-là. On les a vus. Ils ont été pris pour des frères. Malheureusement, qui ont trahi. Alors, on les a vus, on le voit les plus. voyait. On le voyait, Danser on ne le ensemble, voit plus. Vivant ensemble. On le voit plus. Alors, sont-ils Oui. des complices? Et lorsqu'on les voyait là, il n'y avait pas d'insécurité? On n'avait pas pris Bunagana? C'est une question. Non. Non, mais c'est une question. Non, il faut que l'opinion retienne qu'on a un régime jusqu'à la preuve du contraire. Au vu de ces indices, moi je me dis que le régime est complice. Voilà, Si direz-vous, mon frère, on va souffler un peu. s'il n'y avait pas le remous social, le Rwanda aurait construit une cité moderne à 30 millions. Quelle serait la contrepartie du Rwanda? Ni qu'était le remous social, Rwanda aurait pris le contrôle du rapport de Goma. Ni qu'était le remous social, il y aurait eu mixture entre les polices, la police du Rwanda et la police congolaise. Et je pose cette question à laquelle on n'a jamais donné la réponse. Pourquoi le régime de Kinshasa refuse de publier dans les journaux officiels les accords commerciaux qu'ils avaient signés avec les trois capitales? Les jours où ils publieront les accords signés dans les journaux officiels, en ce moment-là, il y a des accords secrets. Il y a des accords secrets entre États, quand même, il faut le dire. Pardon? Il y a des accords secrets qui demeurent secrets. Dans quel domaine? Entre États, oui, Dans quel domaine? en politique. Dans quel domaine? Ah ben oui. Attention, Mais pourquoi pas? dans quel domaine? Ah bon? Dans quel domaine vous avez des accords secrets? Mais non, mais nous sommes entre-temps, on politiques. tue les Congolais, là il y a la Mais en sécurité, politique. là il y a massacre d'hommes. Et lorsque vous signez des accords avec des États comme ça, vous qualifiez ça d'accords secrets. Alors, vous serez traité de qui? Très bien. Des complices On souffle. Des complices ou bien des corrupteurs? On va souffler Nico Faye. Je rappelle que Nico Faye, c'est un analyste politique, mais proche de l'opposition au regard de ses critiques par rapport au régime. Ce sont des critiques objectives ou bien négatives? Voilà, on prend la RDC qui a pris part aux assises du forum sur un nouveau pacte financier mondial. Il faut dire que c'était sous l'impulsion de la France. Le Premier ministre Samuel Condé a représenté la RDC. Les réseaux des solutions pour le développement durable des Nations Unies organisent un événement avec la ville de Paris sur le renforcement de l'accès au financement à long terme pour le développement durable dans les villes et dans le monde. Arrivé tôt ce matin à Paris, capitale de la France, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde est à la tête d'une délégation composée de quelques membres du gouvernement, notamment le ministre d'État du Budget, de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et le vice-ministre des Affaires étrangères, ainsi que le ministre de la Communication et Médias. L'événement a eu lieu en présentiel le mercredi 21 juin, soit un jour avant l'ouverture officielle du sommet pour un nouveau pacte financier mondial. Compte tenu de la position de la RDC au regard de ses ressources en tant que pays solution dans la lutte contre le réchauffement climatique, le Premier ministre est porteur d'un message du président de la République à ce sommet mondial. Nous nous positionnons comme pays solution, non pas parce que nous voulons le dire, mais parce que nous avons les ressources qu'il faut. Et vous savez que chaque seconde que les pollueurs polluent, chaque seconde aussi, la République démocratique du Congo s'assure que l'humanité est régulée, notamment à travers ses forêts. Beaucoup de promesses ont été faites ici. On veut voir ces promesses devenir concrètes parce qu'il faut commencer à arrêter cette hémorragie qui touche à notre humanité. Et donc, de ces points de vue, comme sur d'autres sujets, nous avons des avis à émettre. Il faut signaler que ce sommet pour un nouveau pacte financier mondial est sous la direction du président Emmanuel Macron et connaît la participation de plus de 100 chefs d'État et de gouvernements venus de tous les continents. Ce sommet de Paris se tient le 22-23 juin, convoqué par le président Emmanuel Macron. Il s'inscrit dans un contexte international marqué par les répercussions de multiples crises climatiques, énergétiques, sanitaires et économiques, notamment dans les pays les plus vulnérables. On reste dans ce dossier pour dire qu'il y a des financements de la Banque mondiale en République démocratique du Congo en vue de renforcer le partenariat entre cette institution et la RDC. Image de commentaire.
Il s'est de noter que la Banque mondiale, dans le cadre de son programme IDA 20, a alloué au développement de la RDC un portefeuille de 9 milliards de dollars américains. Pour en bénéficier pleinement, la RDC doit accélérer la mise en œuvre de projets pour lesquels ils ont été alloués, notamment le financement de la gratuité de l'enseignement. Si Kinshasa ne parvient pas à les absorber en dehors cette période, d'autres pays demandeurs peuvent en bénéficier aux grandes dames de la RDC. C'est pourquoi le Premier ministre a tenu à en parler avec la représentante de la Banque mondiale en séjour à Kinshasa. Et on a parlé vraiment sur comment est-ce qu'on peut renforcer notre partenariat, le partenariat entre la Banque mondiale et la RDC, pour qu'ensemble on puisse pousser davantage le développement du pays, pour qu'on puisse avoir beaucoup plus de résultats à travers le projet que nous sommes en train de travailler là-dessus. La portefeuille se lève à plus que 9 milliards de dollars. Le portefeuille, c'est nos engagements, n'est-ce pas? Nos engagements dans le cadre de IDA 20. Et nous devons naturellement avoir décaissé ces ressources avant la fin du cycle IDA, sinon d'autres pays peuvent effectivement les réclamer. Fondée en 1960, l'Association internationale de développement est l'institution de la Banque mondiale qui accorde des dons et des prêts au taux faible ou nul pour financer des projets et des programmes de nature à stimuler la croissance économique, réduire la pauvreté et améliorer la vie de plus démunis. L'IDA est l'une des principales sources d'aide pour les 74 pays les plus pauvres du monde, dont 39 se trouvent en Afrique. Ces ressources bénéficient concrètement à 1,3 milliard de personnes. Depuis sa création, l'IDA a mobilisé 496 milliards de dollars en direction des 114 pays. Sur les exercices 2020-2022, le volume moyen de ces engagements annuels s'établit autour de 34,7 milliards de dollars, dont 70 sont destinés à l'Afrique. Voilà, Nico Faye, avant de parler du dossier Matata Ponyo, je mérite quand même un petit commentaire par rapport à ce projet de développement communautaire, parce que là, on parle finalement de pays qui vont bénéficier de près de 9 milliards de dollars, surtout chez nous, par rapport à la gratuité de l'enseignement. Comment appréciez-vous cette démarche finalement? Non, nous devons nous accorder sur les points que la Banque mondiale, le FMI sont les institutions de Bretton Woods. La Banque mondiale est beaucoup plus dans le projet. Et les FMI est beaucoup plus dans le financement de capitaux. Alors, c'est normal que la Banque mondiale vienne en aide, pas en aide, parce qu'il faut reconnaître que non, ce sont des prêts. Oui, ce sont des prêts. Même il faut souligner que même le ravin qui sont en train d'être conçus à Kananga, qui sont pour laquelle Antoine est allé à Kananga, les 100 millions, ce ne sont pas les fonds du gouvernement de Kinshasa, mais c'est le fonds de la Banque mondiale. Parce qu'il y a des conditionnalités quand même. Il y a des conditionnalités, il y a une transparence dans la gestion. Mais ma crainte, c'est quoi? Vous savez, dans ce pays, on a parlé une fois là de la dette de 14 milliards. C'est toujours de cette manière que le régime de Mobutu avait contracté 14 milliards. Mais en réalité, Mobutu n'avait pas contracté 14 milliards. Bon, en réalité, Mobutu avait contracté tout autour de plus ou moins 4 milliards. 3 milliards, oui. C'est-à-dire, cet argent-là avait servi à quoi? Avait servi à la construction du barrage Inga et à la construction du pont Maréchal. Le fait de n'avoir pas payé, et qu'il y avait des intérêts qui s'accumulaient. Et c'est ainsi que le régime de Joseph Kabila, venant payer a payé une grande partie, on a effacé la dette. Et jusqu'à ce que Kabila est parti, au niveau de la Banque mondiale et au niveau des FMI, Kinshasa avait zéro dette. Mais aujourd'hui, selon les renseignements à notre possession, le régime de Kinshasa actuel a déjà atteint plus de 10 milliards de dollars de dettes.
La question que nous posons, c'est de voir. S'endetter en chose, ce n'est pas mauvais. Mais la capacité aussi de remboursement. Ouais, très bien, la capacité de rembourser. De remboursement. Est-ce qu'avec un régime pareil, qui est incapable, à foutre à Kanyongote, qui est incapable même de résoudre des problèmes, est-ce qu'aura-t-il le temps, le fait, ils sont déjà presque fait mandat, quand est-ce qu'il va commencer le processus de remboursement? La ventilation, quand même, par rapport à l'utilisation de ce fonds, pourrait permettre peut-être l'accroissement des institutions, des établissements, pourquoi pas même la révalorisation salariale des enseignants. Écoutez, moi je pose la question. C'est important quand même. Pourquoi lorsqu'on avait zéro dette sur le plan international, lorsqu'on avait un billet de plus ou moins de 6 milliards, il y avait quand même des travaux qui se faisaient ça et là. Mais comment expliquer aujourd'hui, avec un prétendu budget de 16 milliards, avec une dette aujourd'hui évaluée à plus ou moins 10 milliards, au lieu qu'on assiste à un boom d'immobilier, on assiste à une régression. Si je peux peut-être vous surprendre, le vendredi passé, j'étais au tribunal de grande instance de Kinshasa qui me collait. En principe, il y a 4 chambres. Mais il y a eu 2 chambres qui n'ont pas pu statuer parce qu'il n'y avait pas de lumière. À Kinshasa. Au niveau du tribunal de grande instance de Kinshasa. Au lieu de 4 chambres, il n'y a eu que 2 chambres qui ont siégé. Et tous les autres dossiers, c'est-à-dire, au lieu que 4 chambres siègent, il n'y a que 2 chambres qui ont statué sur le dossier de 4 chambres. La cause, c'était quoi? L'obscurité. Pas de courant électrique. L'obscurité. Et aujourd'hui, d'un côté, on voit des millions qui sortent. Je présente une fois de plus mes sincères condoléances à toutes les familles éplorées, mes compatriotes qui ont trouvé la mort au Soudan. Pourquoi ont-ils trouvé la mort? Parce qu'il y a eu un régime à Kinshasa qui n'a pas su prendre ses responsabilités, qui a laissé faire, il y a eu mort d'homme. Et aujourd'hui, ce même régime promet maintenant aujourd'hui d'enterrer avec dignité. Très bien. La vie humaine est sacrée. Le gouverner, c'est anticiper. Gouverner, c'est prévoir. Pourquoi n'a-t-il pas anticipé au moment où ces Congolais tiraient la sonnette d'alarme? Merci. Alors, aujourd'hui, vous pouvez dépenser les millions pour l'enterrement. Merci pour le message de condoléances. On parle de Matata Ponyo. On prend d'ailleurs sa réaction par rapport à lever de ses immunités parlementaires. Image de commentaire. C'est toujours au cours d'un point de presse que l'ancien Premier ministre Augustin Matata Ponyo a réagi suite à la demande de la levée de son immunité qui est en train d'être menacée. Après ce point de presse, direction le palais du peuple, il passera à l'acte en dénonçant la démarche du président du Sénat qui vient d'autoriser la procédure du procureur général Moukoko à son encontre. Face à cette situation, Matata Ponyo retire sa confiance d'abord à tout le bureau du Sénat. Et ensuite, pour enfoncer le clou, il en a profité pour porter plainte contre le président du Sénat, M. Bahati Lukwebo, au niveau de la Cour de cassation. Pour lui, Bahati Lukwebo doit s'assumer en justice. Donc, c'est une bataille juridique qui vient de commencer. Matata Ponyo explique. Le premier point, ça fait 2 ans, jour pour jour, que le président Bahati, en complicité avec le procureur général Jean-Paul Moukolo Nkonkesha, se permettent de fouler aux pieds la constitution de la République qui est au-dessus de tout le monde, de fouler aux pieds toutes les lois organisant le fonctionnement des institutions. Tout simplement parce qu'on veut éliminer un candidat président de la République. Et on comprend aujourd'hui toutes les manœuvres dilatoires qui sont posées par l'honorable Bahati. C'est dans le but de m'éliminer comme candidat et de laisser son candidat. Comment est-ce qu'un président du Sénat, qui est censé être neutre vis-à-vis des candidats présidents, utilise la Constitution, utilise l'institution Sénat pour écarter un candidat président? Et ça, je ne pense pas qu'il faut aller à l'université pour comprendre que le président du Sénat aujourd'hui est juge et parti. Et donc, de ce fait, à partir d'aujourd'hui, je retire toute ma confiance du président du Sénat et de son bureau. Nul n'est au-dessus de la loi. Deuxième point, mesdames et messieurs de la presse. Je viens de porter une plainte. C'est aussi pour la première fois dans l'histoire de ce pays qu'un sénateur porte plainte contre le président du Sénat. Monsieur Bahati Lukwebo tombe sous les coups de l'article 180 du Code pénal qui exige à ce que toute personne exerçant les charges publiques ne puisse pas poser des actes qui ne sont pas conformes à la loi.
Voilà, Nico Faye tout à l'heure là, c'était Augustin Matata Ponyo, son Premier ministre, qui dit clairement il porte plainte contre le président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo. Finalement, c'est un scénario qui apparemment se refuge dans une sorte de contre-coup, comme on dit, par exemple, la complaisance, il faut quand même le dire également, mais également des règlements des comptes. Qu'est-ce qui se passe finalement en clair, si vous avez une idée, par rapport à cette bataille judiciaire qui doit commencer? Non, ce qui se passe réellement, c'est nous sommes retournés à l'état, à l'époque de l'état nature. Ça veut dire? À l'époque où il n'y avait pas de loi. Ce qui doit régenter un État, malheureusement, ici, nous ne sommes pas dans un État. Ici, nous sommes dans un État non-État. Et nous sommes dans une histoire où, au lieu que les lois, la Constitution et les lois sectorielles puissent régenter le pays, ce sont les humains qui régentent le pays. Ce sont des humeurs ou les humains? S'il te plaît, moi je ne suis pas là pour un débat de parole contre parole. Et tout ce que je dis ont quand même des sous-bassements. Je ne dis pas que Matata a volé. Je ne dis pas que Matata a détourné. Je ne dis pas qu'il n'a pas aussi détourné. Dans l'hypothèse. Je ne dis pas aussi qu'il a volé. Mais néanmoins, les droits résident dans la procédure. Avant d'entamer les fonds, on doit d'abord avoir la forme. Il y a eu une première requête, un premier réquisitoire du procureur, sollicitant la levée des immunités. Chose qui fut faite. Posons-nous maintenant la question. Lorsqu'il y a eu le réquisitoire, lorsqu'on a eu à lever les immunités, quelle a été maintenant la position des juges par rapport à cette procédure-là? Nous savons tous que la haute cour s'était déclarée incompétente. Dès lors que la cour se déclare incompétente, et puis quelle cour? Cour constitutionnelle. Après la cour constitutionnelle, il n'y a plus rien. C'est la haute cour, je veux dire. Il n'y a plus rien. Même pas le président de la République. Malheureusement, avec les Mobutistes et leurs enfants, dans ce pays, on a vu, lorsqu'il s'était agi de publier les résultats des députés nationaux, on a vu qu'après que la Cour constitutionnelle ait publié définitivement, on a vu le président de la République invitant le président de la Cour constitutionnelle, se réunissant, à la sortie de cet entretien, on a vu une déclaration qu'on va ouvrir une chambre spéciale. J'ai la Constitution passée avec moi ici, qui était passée au référendum. J'ai avec moi la loi organique portant organisation de la Cour constitutionnelle. Tu peux montrer là où il y a quelque part on a indiqué une chambre spéciale? Et puis, quand est-ce qu'on peut revenir sur un arrêt? C'est lorsque l'on constate une erreur matérielle. Et qui doit soulever cela? C'est la partie qui se sent lésée. Mais malheureusement, moi je comprends que les Mobutistes ne connaissaient pas la loi. Moi j'ai vécu à l'époque de Mobutu, c'était les humains. Si vous demandez beaucoup, quel a été le nom de la Constitution nous ayant régenté à l'époque de Mobutu? Beaucoup ne connaissent pas. Cette bataille. Alors, la bataille réside où? Voilà. Dans les lois. Il y a eu les réquisitoires. La Cour constitutionnelle s'est déclarée incompétente. Dès lors que la Cour s'est déclarée incompétente, parce que cette requête avait été introduite pour cette cause-là, automatiquement, le sénateur Matata devait recouvrir ses immunités. Mais qu'est-ce qu'on a constaté? On a constaté un tout-puissant Mobutiste Bahati en train de discuter avec l'arrêt de la Cour constitutionnelle pour dire que non, il doit attendre le fond. Mais qui va juger le fond? Pour entamer le fond, je comprends. Pour nous, les otages de principe et esclaves de la science, on ne peut pas entamer le fond si la forme n'est pas vidée. Mais la Cour s'est déclarée incompétente. Mais on a vu Bahati demander à ce qu'on aille au fond. Quel est le juge qui devait aller au fond? Or, comme il y avait déjà un arrêt, automatiquement, Matata devait recouvrir ses immunités. Mais malheureusement, chose qui n'a jamais été faite. Nico Faye, on se retrouve. Non, je vous en prie. C'est une situation voulue, entretenue et arrosée par le régime.
Ah bon? Maintenant, ça donne l'impression. Maintenant, tout le monde se rend compte que non, c'est un acharnement. Donc, vous parlez de la récupération politique. Ce n'est pas. Je dis ceci. Moi, je vous oppose un moyen. Parce que, quand je dis récupération politique, ça, c'est la Constitution. Je vous oppose un moyen. Article 151 de la Constitution, passé au référendum, dispose le pouvoir exécutif. D'abord, article 150, deuxième alinéa. Les juges ne sont soumis dans leur exercice, dans l'exercice de leurs fonctions qu'à l'autorité de la loi. Article 151. Le pouvoir exécutif ne peut donner d'injonction au juge dans l'exercice de sa fonction, de sa juridiction, ni statuer sur les différends, ni entraver les cours de la justice, ni s'opposer à l'exécution d'une décision de justice. On a vu Barati en train de s'opposer à une décision de la haute cour. Finalement. Gérard Chéri, oui. Le pouvoir Vous n'allez pas tout lire, on n'a pas tout le temps. On n'a pas tout le temps. Oui. Les pouvoirs législatifs ne peuvent ni statuer sur les différents juridictionnels, ni modifier une décision de justice, ni s'opposer à son exécution. Très bien, on aura peut-être encore le temps. De la Cour constitutionnelle sont inattaquables. Très bien. Et sont susceptibles d'aucun recours et sont opposables à tous. Voilà, on doit continuer, on doit lire une dépêche par rapport à la centrale électorale qui a lancé officiellement ce dimanche 25 juin depuis son siège l'opération de convocation de l'électorat pour la députation nationale à l'occasion 171 centres de réception et de traitement des candidatures des députés nationaux sont ouverts au travers du territoire national. Il faut dire quand même que cependant, pour raison des défis sécuritaires, certains territoires ne sont pas concernés. Nous y reviendrons avec force détail dans notre prochaine édition. On prend rapidement, alors très rapidement, la réaction de Jean-Claude Mvwemba. Jean-Claude Mvwemba qui est finalement l'ancien président de l'Assemblée provinciale du Congo central qui a déposé, comme je l'ai dit, sa démission depuis quelques heures. Image de commentaire. Le député provincial et président national du parti MPCR, Jean-Claude Mvwemba, a démissionné de ses fonctions de président de l'Assemblée provinciale du Congo central ce vendredi 23 juin 2023. L'autorité morale du parti MPCR a préféré sauver son honneur et sortir par la grande porte de l'histoire après avoir été victime d'une pétition de retrait de confiance par les députés provinciaux de cet organe. C'est ce qu'affirme le désormais ancien président de l'Assemblée provinciale du Congo central lors du dépôt de sa démission. Durant toute ma vie, je me suis battu avec abnégation, détermination et constance pour le pluralisme politique et la démocratie. Aujourd'hui, certains collègues, sans aucun respect des textes légaux régissant le fonctionnement de notre Assemblée provinciale, ont initié une simple pétition me demandant de démissionner. Moi, Jean-Claude Mvwemba, je servis avec amour et patriotisme notre province du Congo central. J'ai restauré la paix sociale et la sérénité que personne n'ignore. Malheureusement, suite à une fraude non justifiée, je ne me vois plus en mesure de remplir mes tâches de président de l'Assemblée provinciale. En conséquence, je vous informe, chers collègues, à ce jour du... C'était donc Jean-Claude Mvwemba, ancien président de l'Assemblée provinciale du Congo central. On prend un élément en rapport avec la réhabilitation de routes. On parle du lancement officiel des travaux de réhabilitation de la route en terre de la RN1, tronçon Bachamba, Kakobola, Gungu, dans la province du Kwilu, long de 70 km. Il faut dire que la réhabilitation est assurée par MW Afritech, mission de contrôle BTC. La durée des travaux est de 6 mois. On y reviendra également avec force détail. Voilà, tout à l'heure, là, on termine avec la déclaration de Monseigneur Donatien Cholet sur le processus électoral. À ce niveau, la contribution de la Conférence épiscopale nationale du Congo CENCO est d'accompagner ce processus avec une mission d'observation conjointe
avec l'Église du Christ au Congo, l'ECC. Bien entendu, cet accompagnement n'aura de sens que si la CENI donnait un minimum de garanties de transparence. Autrement, nous n'allons pas nous aligner. Au gouvernement, nous demandons de garantir la sécurité des personnes et de leurs biens, de protéger les frontières nationales, de veiller au respect des droits et libertés de toutes les parties prenantes engagées au processus électoral conformément aux textes légaux. Voilà, nous sommes pratiquement arrivés à la fin. Nico Faye, qui était notre invité de ce soir, vous avez un mot de clôture par rapport à ce magazine. Oui, je dois dire à mon peuple que la situation va de mal en pire. Quant à mon évaluation de la situation de Samadé, j'avais donné 100 jours. Samadé avait pris fonction le 24 mars et les 100 jours vont expirer le 3 juillet et je reprendrai avec la valise rouge renouvelée de grande capacité. Et aujourd'hui, la situation sur le marché des devises se présente de la manière suivante. 100 $ américains s'échangent autour de 244 245 000. Merci beaucoup Nico Faye. Merci vraiment d'être venu. Merci également à vous tous qui nous avez suivis. On rappelle que le chef de l'État avait également reçu les léopards de la RDC qui ont battu le joueur gabonais. Donc bonne chance pour les léopards et félicitations pour le ministre du sport. Merci à vous, comme je l'ai dit. Merci à toute l'équipe qui a été pilotée par Serge Makosso, Loadio, Koupa Bola, Jules Boulembi, ainsi que Joël Pembele. On se retrouve prochainement. D'ici là, portez-vous bien. Bonne chance de programme sur Canal Kina.